Bonjour et bienvenue dans notre exploration du jour. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui, je pense, nous touche tous un peu. Les traditions culinaires françaises. On part d'un document assez simple en fait, qui donne quelques pistes, quelques images fortes de cette gastronomie. Une sorte de carte postale culinaire, on pourrait dire. Et l'idée, c'est d'aller voir un peu derrière cette carte postale. Qu'est-ce que ce texte nous dit vraiment, par ses choix, ses descriptions, sur la signification culturelle des repas, des plats qu'il choisit de montrer? Qu'est-ce qui se cache derrière cette image qu'on connaît tous un peu? Alors, allons-y, on décortique ça. Oui, et c'est vrai que ce qui est intéressant d'emblée, quand on lit ce document, jusqu'à la fin en fait, c'est cette phrase conclusive. La cuisine française, c'est plus qu'un repas, c'est une tradition. Et cette phrase, elle donne tout de suite le ton, hein. Elle nous dit, attention, on ne va pas juste parler recettes, on va chercher des rituels, des habitudes, quelque chose de plus profond que juste ce qu'il y a dans l'assiette. D'emblée, la protéine est posée comme un fait culturel, quoi. Ah oui, c'est un angle fort dès le départ. Alors, pour illustrer cette idée de tradition, le document commence par des généralités. Bon, la renommée mondiale, ok, on connaît, mais il insiste surtout sur un état d'esprit. En France, d'après ce texte, on veut bien manger. Et surtout, il y a cette notion de temps. Le temps qu'on prend pour les repas, déjeuner et dîner notamment, ça semble central. Comme une sorte de défense de la pause, de la convivialité, peut-être même une petite résistance face à l'accélération générale, non? Le repas, c'est plus juste pour se nourrir, ça devient un repère dans le temps, un moment qui structure la journée, un acte social. Une nécessité qui devient un rituel en quelque sorte. C'est ça, presque sacré dans le quotidien. Et pour rendre ça concret, la source donne des exemples, des symboles très forts, on peut le dire. Il y a évidemment la baguette, longue et croustillante. Et le texte précise, les Français achètent une baguette tous les jours à la boulangerie. Là, on est en plein dans l'habitude quotidienne, le geste presque automatique. Oui, et ce détail de l'achat quotidien, il n'est pas anodin du tout. Ça transforme un aliment en un geste répété qui participe à définir une identité culturelle, du moins celle que le document présente. Acheter sa baguette, ça devient presque un petit acte d'appartenance culturelle au quotidien. C'est fou comme un truc aussi simple que du pain peut devenir aussi symbolique dans ce récit. C'est vrai. Et juste à côté de la baguette, l'autre star du matin, c'est le croissant, présenté comme doré, beurré et délicieux. Encore une image très très parlante, ça installe tout de suite une ambiance, non? Oui, le croissant, il fait un peu duo avec la baguette ici. La baguette, c'est le pain de tous les jours, l'essentiel. Le croissant, c'est la petite touche de plaisir, la gourmandise du matin. C'est peut-être déjà ça, le bien manger dès le réveil, même simplement. D'accord. Et le troisième exemple, il est un peu différent, c'est la soupe à l'oignon, Hmm. décrite comme chaude avec des oignons, du fromage et du pain. Ça évoque plus le réconfort, le côté rustique peut-être, moins quotidien que la baguette. Hmm, c'est possible. En tout cas, le choix de ces trois-là, baguette, croissant, soupe à l'oignon, il est intéressant. Ce sont des choses assez simples, finalement, accessibles. La source nous emmène pas direct dans la haute gastronomie. On dirait qu'elle veut nous dire que l'essence de la tradition française, telle qu'elle la voit, c'est aussi et peut-être surtout dans ses bases. Il y a un contraste entre la simplicité de ces produits et le fait qu'ils soient connus partout dans le monde. Ça suggère que la force de cette tradition, selon ce texte, c'est de savoir faire de l'ordinaire un emblème. C'est intéressant comme point de vue. Oui, et on peut aussi se demander ce qui manque. Toute la diversité régionale, par exemple, elle est absente de ce tableau très, très générique, quoi. C'est vrai. Bon, et cette idée de rituel, de temps important, elle se voit aussi dans la structure des repas de la journée, d'après le document. Il décrit un rythme assez précis. Tout à fait. C'est un rythme en 3 temps qui semble organiser la vie sociale, tel que c'est décrit. Alors, commençons par le début. Le petit déjeuner, qualifié de léger. On retrouve le croissant, bien sûr, avec café ou thé, jus d'orange. C'est assez sobre au final. Oui, cette légèreté du matin, elle contraste pas mal avec la suite. Ça suggère peut-être un démarrage plus fonctionnel, individuel, avant que la journée ne devienne plus collective. Ensuite, le déjeuner. Là, ça change. Souvent, un repas chaud. Les exemples, salade, viande, légumes, yaourt ou fruits. Ça indique une vraie pause, plus substantielle. Oui, le déjeuner, ça apparaît comme une coupure nette dans la journée. Le fait que ce soit souvent chaud, ça suggère que c'est plus qu'un sandwich avalé vite fait. C'est déjà un pas vers le prendre son temps dont on parlait. Même si le clou du spectacle social, ça semble être le soir. Exactement. Parce que c'est le dîner qui est vraiment mis en avant comme le moment de convivialité par excellence. Le document le dit clairement, un repas en famille où on mange lentement et on parle beaucoup.
L'image est forte, hein, le partage, la décompression, le lien social. C'est vrai, cette description du dîner, elle est centrale pour construire l'idée de tradition. Ah oui, complètement. Le document lui donne un poids énorme. La lenteur, la conversation, la famille, tout ça, ça en fait le sommet de la journée. Le moment où manger devient vraiment un prétexte à la relation. Quand on compare au petit déjeuner léger, on voit bien qu'il y a une hiérarchie des repas. Pas juste en quantité, mais en signification sociale. Le dîner, ici, c'est là où se vit et se transmet cette culture du bien manger ensemble. C'est presque une image idéale de la famille comme gardienne de la tradition. Oui, on peut y voir une idéalisation, c'est sûr. Le document présente ça comme une généralité. Le dîner français. Alors qu'on imagine bien que dans la réalité, c'est plus varié. Bien sûr. Mais ce qui est intéressant, c'est comment la source utilise cette image très typée pour renforcer son argument sur la tradition. C'est l'archétype qui compte ici, pour symboliser la valeur du repas partagé. D'accord. Alors, après avoir rythmé la journée comme ça, le document arrive à un chapitre qu'on attend souvent quand on parle cuisine française, les desserts. D'ailleurs, il l'annonce, la France est célèbre pour ses desserts. Ah, là on touche un point sensible et gourmand. Et il nous donne 2 exemples, assez différents l'un de l'autre. Oui, et ces 2 exemples, ils sont pas choisis au hasard, je pense. Ils racontent chacun une petite histoire sur la pâtisserie française, vue par ce document. Le premier, c'est la tarte tatin. Le texte insiste sur son originalité, une tarte aux pommes à l'envers. Il parle des pommes caramélisées, du côté très sucré. On imagine direct le truc gourmand, un peu rustique, mais avec un twist. Exactement. La tatine, ici, elle représente un peu la tradition maîtrisée, peut-être un peu rustique, mais avec un savoir-faire. Le côté à l'envers, ça évoque une technique, peut-être une histoire derrière, la fameuse erreur des sœurs Tatin. Ça transforme des ingrédients simples, pommes, sucre, pâte, en un dessert signature. C'est l'ingéniosité culinaire un peu ancrée dans le terroir. Et le très sucré, ça souligne la gourmandise assumée, quoi. Ça, on a le macaron, là c'est plus du tout la même ambiance. Ah non, changement de décor. Décrit comme un petit gâteau rond coloré, avec une crème au milieu, l'accent est mis sur la forme, la couleur, la finesse. Le texte dit même préférer ceux au chocolat. Voilà. Le macaron, lui, il représente l'autre facette. La finesse, la précision, l'esthétique, les couleurs, la variété des goûts possibles, même si seul le chocolat est cité. Ça évoque un travail minutieux, peut-être plus moderne ou en tout cas plus sophistiqué visuellement. Mettre les 2 côte à côte, tatin et macaron, c'est assez malin. Ça suggère que la renommée des desserts français vient à la fois de classiques revisités et de créations délicates, très travaillées. Ça couvre un large spectre finalement. Oui, de la tradition un peu brute à l'élégance pâtissière. Et même la petite mention du chocolat, c'est un clin d'œil à un goût populaire. Ça ancre aussi cette finesse dans un plaisir accessible. C'est fou comme 2 desserts peuvent raconter autant de choses. Alors, si on récapitule un peu tout ça, on a la baguette du quotidien, le rythme des repas qui s'intensifie jusqu'au dîner familial, cette gourmandise à double visage avec les desserts. Comment tout ça fabrique cette fameuse tradition dont parle la conclusion? La cuisine française, c'est plus qu'un repas, c'est une tradition. La force de l'argument de la source, même si c'est simple, c'est justement de connecter tous ces éléments. La tradition, c'est pas juste un mot en l'air, c'est le résultat concret de pratiques et d'images fortes. D'abord, il y a les gestes répétés du quotidien, l'achat de la baguette tous les jours. Ça ancre la tradition dans l'habitude, dans la vie de tous les jours. C'est la base. Ok, le quotidien. Ensuite, il y a les rituels sociaux, surtout le dîner, décrit comme lent, familial, où on parle. Ça montre comment la nourriture devient un prétexte au lien social, à la transmission de valeurs comme le partage, la convivialité. Le repas devient une petite institution sociale. Le social, d'accord. Et troisièmement, il y a la reconnaissance de produits spécifiques. Que ce soit simple comme le pain ou plus élaboré comme les pâtisseries qui ont un nom. Tatin, macaron, ça montre qu'il y a un patrimoine culinaire reconnu, célébré. Nommer ces desserts, ça leur donne un statut, ça en fait des emblèmes, le patrimoine. Voilà. Donc, en combinant ces 3 niveaux, l'habitude quotidienne, le rituel social et le patrimoine reconnu, la source marraine construit son idée. La cuisine française est une tradition parce qu'elle est partout dans la vie quotidienne, elle structure les relations sociales et elle a ses propres objets culturels forts. C'est tout ça mis ensemble qui, selon ce texte, fait de la cuisine une tradition vivante. On pourrait même dire que cette insistance sur la tradition, ça véhicule aussi une idée de permanence, de résistance peut-être,
face au changement, en se concentrant sur ces piliers jugés solides. C'est une très bonne synthèse de la logique du document. Alors, si on devait retenir les points clés de notre exploration, à partir de ce texte précis, ce serait quoi? Premièrement, cette importance quasi sacrée du temps du repas, surtout midi et soir. C'est bien plus que juste manger. Deuxièmement, le rôle central de produits simples et iconiques, comme la baguette, qui font le lien entre le quotidien et la culture. Ensuite, l'importance et la diversité de la pâtisserie, vue comme un art qui mélange tradition et finesse. Et enfin, cette idée générale que tout ça converge pour faire de la cuisine une vraie tradition culturelle, un pilier de la vie sociale décrite ici. C'est une excellente synthèse de ce que le document nous dit. Et tu vois, comme souvent quand on analyse un texte, même simple, ça ouvre d'autres questions. Par exemple, cette histoire de l'achat quotidien de la baguette à la boulangerie. C'est présenté comme une habitude, mais on pourrait se demander qu'est-ce que ça suggère sur le rôle de la boulangerie elle-même? Si c'est ce lieu où les Français vont tous les jours, d'après le texte, est-ce que ça ne devient pas plus qu'un simple magasin? Peut-être un point central du quartier, un lieu de micro-rencontres sociales quasi quotidiennes, un maillon de ce tissu social que le document associe à la tradition. Ah oui, intéressant. Mais comme un acteur discret, mais constant, de cette vie communautaire qu'il esquisse. Quelle est la vraie place de ces petits commerces dans le maintien de la tradition? C'est une question que le document soulève sans le dire, en fait. C'est une réflexion très juste. Pour aller plus loin, le rôle des lieux dans l'ancrage des traditions. Voilà qui conclut notre analyse d'aujourd'hui, centrée sur cette vision particulière des traditions culinaires françaises proposée par notre source. Une vision simple en apparence, mais qui, quand on la creuse un peu, révèle une construction intéressante de l'identité culturelle à travers la table. Merci d'avoir partagé cette exploration avec nous.